Salut tout le monde! Bienvenue à l'épisode numéro 3 avec Mexigo, avec Manuel Furtado. Donc aujourd'hui, j'ai un super invité, c'est un ami d'enfance, un ami de jeunesse. On a fréquenté les bars ensemble, on a fait de la moto ensemble. Je présente Martin Sioui. Bonjour Martin. Salut, ça va bien? Super. Martin, merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir. Puis, on a toujours ici dans ce podcast-là 3 sujets intéressants que les gens vont se retrouver là-dedans. Oui. L'expatriation, le lifestyle et l'immobilier. Excellent. Puis, bienvenue ici au Mexique. Ouais. Tu es un propriétaire d'immobilier ici au Mexique également et en Floride aussi. Là. Il y a beaucoup de gens qui vont nous écouter et qui vont se retrouver là-dedans. Parle-nous un peu de toi. Là. C'est qui Martin Sioui? Écoute, j'ai toujours été à mon compte depuis que j'ai environ 24 ans. J'ai vraiment développé un côté d'entrepreneuriat très tôt. J'ai réussi à développer de la belle business au Québec. Puis, c'est ce qui m'a permis justement de développer et d'avoir de l'intérêt vers le Mexique par la suite. J'ai connu le Mexique par le voyage. J'ai eu un coup de cœur au Mexique. Ça m'a donné l'envie d'investir ici. Puis par la suite, j'ai eu un intérêt vers la Floride que je ne pensais pas. Puis honnêtement, je regrette pas d'avoir fait mon move de m'établir en Floride. Fait que tu fais partie de ceux que l'hiver, t'haïssais peut-être pas ça, mais tu préfères l'été clairement. Je détestais l'hiver. Ouais, je détestais l'hiver. Même ma conjointe, on a des animaux, on a des chiens, tout ça. Puis à partir du mois de fin novembre jusqu'au mois de mai, elle faisait ses promenades pas mal tout seul. J'aimais pas aller promener les chiens quand il faisait froid. Fait que c'est ça, j'aime pas ça. Ici, on est gâtés parce que la température, quand il fait plus de 300 belles journées de soleil par année, autant au Mexique que même en Floride, on est gâtés par la nature. Vraiment. C'est un lifestyle que beaucoup de gens nous voient aller, puis qui aimeraient ça, avoir ce genre de lifestyle-là. Qu'est-ce que tu dis à ton entourage, à tes amis qui... Si on a toujours quelqu'un dans un souper qui dit « Ah, c'est que t'as une belle vie, là. J'aimerais ça moi aussi. » Qu'est-ce que tu leur dis? Là? Ce que je dis souvent, c'est que autant toi que moi, on l'a pas gagné, on l'a travaillé. On est rendu là pour une raison. Mais si quelqu'un a la chance de faire ce move-là et qui a envie de le faire, je dis go, allez-y, prenez une chance. Se lancer dans le vide, ça fait peur, mais ça peut être plaisant aussi. C'est vrai que ça fait peur. On parlait tantôt off records de préparation. Les gens, des fois, c'est sûr que il faut se lancer dans le vide, il faut prendre des risques, mais il y a un minimum de préparation. C'était quoi, toi, quand tu as préparé un peu ton move, c'était quoi ton étude, que ce soit au Mexique ou en Floride? Tu as eu des choix à faire, tu as eu des préparations à faire? Je te dirais que j'avais l'intention de venir m'établir au Mexique. Comme tu sais, j'ai un de mes associés et très bon ami qui est ici au Mexique. J'avais l'intention de venir ici, mais par l'entremise, par la bande, j'ai eu une situation en Floride. Ça m'a amené un petit peu en Floride pour une reprise de finance d'une propriété. Puis j'ai été là-bas, puis j'ai découvert la Floride. Et je me suis dit que c'était un entre-deux entre le Québec et le Mexique. J'avais la température du Mexique, j'avais la structure du Québec. Et pour moi, c'était quelque chose qui m'intéressait au niveau investissement immobilier et pour du développement d'affaires. Et j'avais déjà commencé, avant de quitter, j'avais commencé à développer une business qui est My House, si je peux la plugger. Oui, absolument. J'avais commencé à développer My House avec mon neveu, ma nièce et ma femme. Donc, j'étais déjà prêt à venir m'installer en Floride. J'avais de quoi qui m'attendait. Et on avait la compagnie de distribution de skincare que ma femme s'occupe. Alors, on avait déjà un pied en Floride. Là. Vraiment des entrepreneurs dans l'âme. Ouais. Vous avez une tendance naturelle à penser business, à créer des opportunités. Puis la Floride, veut pas. C'est comme ça que les gens qui décident d'y aller, tu vas pas travailler en Floride. Tu vas te partir une business. C'est la même chose ici au Mexique. Quand les gens nous disent « je peux-tu travailler au Mexique? » Pas vraiment. Tu viens te créer une opportunité qui pourrait aider les entreprises de services. 100%. 100%, parce que la Floride, c'est illégal de travailler sans document. Ça te prend un numéro d'assurance sociale ou ça vient avec ton visa d'investisseur ou peu importe. Mais tu as besoin, sinon tu peux pas travailler. J'imagine qu'ici en Floride, au Mexique, ça te prend des documents aussi pour travailler. Même chose, oui. Mais si tu t'en viens pour t'installer et faire du 9 à 5 comme on fait au Québec,
ça ne marchera pas. C'est un mauvais départ. C'est un mauvais départ. Ouais, c'est ça. Il faut se préparer. Oui. Dans ta préparation, ça a été quoi ton mindset? Ça a été quoi un petit peu dans le temps par rapport à monsieur, madame, tout le monde qui nous écoute aujourd'hui, qui il y a peut-être une maison, tu sais, il y a 2 autos, il y a peut-être des autos louées, tu sais, je veux dire, il y a un portrait familial typique, puis il pense là, de quitter soit pour la Floride ou le Mexique. Ça serait quoi le minimum, tu dirais, de préparation pour que ça soit quelque chose à succès, et non pas de retourner 6 mois plus tard parce qu'il y a eu un échec, là. Probablement, bien vérifier le plan d'action que tu as l'intention d'avoir au niveau affaires. Est-ce qu'il est viable dans ce pays-là? Est-ce que c'est quelque chose qui est en demande? Parce que tu repars à zéro, là. On te le dit, là. Exact. Tu étais établi au Québec, tu étais bien structuré, tu avais de quoi, tu étais dans une zone de confort, tu vas quitter, mais il ne faut pas que ça devienne, ton expatriation, il ne faut pas qu'elle devienne un cauchemar non plus. Alors, tu as besoin de, avoir des fonds. Parce que les gens qui n'ont pas de fonds puis qui partent avec, je donne un exemple, un montant de 10 000, 20 000 on passe au travail rapidement. Ça va vite. Ça va vite. Donc, tu as besoin d'avoir un certain investissement, comme en Floride. La différence ici au Mexique, tu peux quand même t'établir et partir une business avec un minimum de fonds. Tandis qu'en Floride, ça va te coûter un minimum de 100 000 US pour le visa E2 d'investisseur. Pour un là, cet argent-là, là. Ça te prend ça, exactement. Exact. Mais ça, c'est juste l'investissement. Tu as tes frais d'avocat qui peuvent 25-30 000 tu as ensuite pouvoir te loger, te nourrir pendant que ta structure d'affaires monte. Ça peut facilement monter à 200 000 US avant d'être capable de développer. Absolument. Puis la même chose ici au Mexique, hein, les gens, des fois, arrivent en pensant qu'ils sont en vacances continuelles. Ils vont dans les resorts, ils se payent des vacances, puis là, la vie avance, les fins de semaine passent, puis à un moment donné, boum, ils se retrouvent, ça commence à coûter cher, là, parce que... Oui, 100%. Je veux dire, on est chanceux, on est ici, la Riviera Maya, on dit que c'est la nouvelle petite Floride. C'est la Floride des années 80-90, là. Donc, ça coûte moins cher, mais ça coûte pas cher non plus, là. Non, du tout. Puis on s'entend que du moment que je venais ici au Mexique, il y a 20 ans, puis aujourd'hui, autant la Floride, tout. L'inflation a été affectée partout. Mm-hmm. Puis on s'entend qu'on est dans un secteur ici, Playa del Carmen, qui est très touristique. Donc les prix sont quand même élevés, peut-être comparativement à d'autres places au Mexique, j'imagine. Ouais. Mais tout coûte cher. Donc, les gens qui pensent que la Floride coûte moins cher que le Mexique de 50%, c'est mentir. Il y a vraiment une petite différence. Je dirais peut-être d'un 15% au niveau alimentaire et tout ça. Se loger coûte beaucoup plus cher en Floride. Ça, c'est... oui. C'est un game changer. Oui, aussi, ça, je te dirais qu'il y a une énorme différence entre les deux. Et c'est pourquoi que quand tu viens m'approcher en disant c'est la petite Floride d'autrefois, je te dirais que les gens de 55 ans et plus, je détiens un contour de 55 ans et plus, on détient des revenus. Ouais. On voit qu'il y a de plus en plus de gens du Québec qui regardent l'option d'ici Playa del Carmen, Tulum et ce secteur-là, parce que ça coûte un petit peu moins cher. L'échange aussi, au niveau argent. Ben oui, absolument. Là. C'est une grosse différence, donc oui, tu as absolument raison. Puis je pense que le Mexique, pour les prochaines 10 ans, est en complète c'est en croissance phénoménale. C'est un bon sujet, ça, les snowbirds, parce que je le vois, hein, surtout cette année à Playa del Carmen, on a déjà une très grosse communauté québécoise. Partout où on va à la plage, dans les restaurants, tu sais, Playa del Carmen, c'est un beach town, on marche partout, il y a des accès de plage partout, on entend parler français, québécois, c'est agréable, puis les gens se sentent en sécurité, ils ont du plaisir, puis ces gens-là, ben, ils nous le disent quand on se met à avoir une conversation, parce qu'on parle français, ils disent « Ouais, on aime ça, ça fait déjà une couple d'années qu'on vient, on est venu tester une couple de semaines, puis là, on est en train de relouer pour 3 à 4 mois l'année prochaine. » Et voilà. On le sent, là. Puis, pas tout le monde, évidemment, mais beaucoup de mes clients en immobilier, ils ont des propriétés en Floride. Puis, vu que certains de leurs amis ils ont goûté au Mexique, qui ont certains succès, bien, ils commencent à considérer. Là. Puis, on commence à avoir des gens qui regardent un peu les comparatifs. Puis, ça fait une deuxième belle option. Là. Vraiment. Moi, je te dirais pour connaître les deux. Le seul aspect que je trouve le plus intéressant pour l'instant, mais on va pouvoir en parler plus tard dans le sujet, c'est que là, pour l'instant, la Floride, côté investissement, oui, ça coûte très cher. C'est les gens qui habitent à New York, qui habitent
en Californie, ils sont tous en train de déménager à New York. Donc, je veux dire en Floride. Donc, les prix des maisons explosent. Mais l'avantage qu'on a aux États-Unis versus le Mexique, c'est de pouvoir réhypothéquer facilement les propriétés. Ça, c'est un excellent point. Ça, c'est un sujet, d'ailleurs, on va faire un épisode juste là-dessus, le financement, parce que ça englobe beaucoup de choses, mais c'est un avantage que les gens en Floride, je pense avec Desjardins Bank. Desjardins, NatBank, TD Bank, ils vont fonctionner avec ton crédit canadien ou tes actifs canadiens. Ils vont être capables de réhypothéquer ta propriété, ce qui peut être quand même intéressant. Si tu as des propriétés en Floride, tu veux réhypothéquer pour investir ici au Mexique, ça aussi, tu peux le faire. Exact. Nous autres, on commence tranquillement à avoir des sources de financement. Il y en a, c'est pas parce qu'il n'y en a pas, c'est que c'est encore coûteux. Là. On parle entre 11 et 15 % d'intérêt. Ouais. La game est différente, mais de plus en plus, je pense que cet aspect-là, financement, est en train de se développer. Et souvent, je dis à mes gens, tu peux l'utiliser peut-être pour un bridge temporaire, parce que la plupart de mes investisseurs en immobilier, ils ont des blocs au Québec, ils ont de l'immobilier, ils ont des business, ils peuvent aller chercher de l'équité pour payer cash, comme si on parle, et sans financement, ce qu'on veut dire, et utiliser un levier financier de leur parc immobilier. Totalement. Mais en Floride, je comprends bien que c'est plus facile. Oui. Tu mentionnais un point que là, il y a beaucoup de gens qui vont en Floride, à même les États-Unis, parce que c'est ça, hein, c'est l'offre et la demande. Je veux dire, il y a beaucoup de gens qui voient l'opportunité de la Floride et l'immobilier est en explosion. Au même titre ici que la Riviera-Maya, l'immobilier est en explosion. On est voisins. Oui, vraiment. Là. Je te dirais que tout ce qui est au nord de Miami, Fort Lauderdale, on parle de Pompano en ce moment, c'est des gens qui veulent investir. Pompano, c'est un secteur qui est en train d'exploser. C'est la ville la plus près de Miami, environ 35 000, qui a le plus de terres vacantes. Donc, on est capable de bâtir et que les maisons sont encore abordables. Okay. C'est relatif, là. Mais qu'il y a de quoi à faire à Pompano, dans ce secteur-là. La côte ouest est en train de se développer. Mais nous, en plus, pour revenir à ce que tu disais, l'entente avec les États-Unis et le Mexique est avantageuse parce que si tu es résident ou citoyen, tes propriétés au Mexique, tu peux aller chercher du refinancement aux États-Unis. Automatique. Okay. Parce qu'il y a une entente entre le Mexique et les États-Unis. Super intéressant. Un autre point qui me vient en tête, le transport aéroportuaire, les avions. Ouais. Écoute, tu es arrivé ici hier, je pense. Oui, ça m'a pris 1h30. Ton billet d'avion, il a coûté quoi? On peut pas se fier à cette semaine parce que c'est Pâques. Oui, c'est vrai. C'est spring break, c'est tout ça. Mais habituellement, ça me coûte, je te dirais, 120 $ aller-retour pour venir ici. Incroyable. Ouais. Tu sais, je veux dire, mettons 200 $, 250 $, tu as payé plus cher que la moyenne. Ah ouais. Pour un aller-retour Floride, Riviera-Maya, l'aéroport de Cancun. Ouais. C'est wow, là. C'est ça, oui. Moi, je peux pas me plaindre. Quand on parle de Montréal, parce que tu as de la business à Montréal, fait que tu y vas quand même souvent. Évidemment, ton billet d'avion, il n'est pas en bas de 500, 600. Non, du tout. Fait que il y a une bonne différence. Et aussi, c'est que le traveling, qui est 3h30 de vol, ça paraît dans une journée versus 1h30. Puis, quand c'est l'hiver, là, il faut que tu prévois les vêtements d'hiver, les ci, les ça. Ouais. Tandis que là, je pars en short, j'arrive en short entre les mois de février. Ah, ça, c'est cool. C'est pas plate. Ouais, exact. Puis l'autre point, ça, je sais que tu l'as pas fait, mais j'ai plusieurs de mes clients qui l'ont fait, c'est de voyager en voiture, autant du Québec en Floride que de Floride au Mexique. Les gens viennent en voiture, parce que moi, je me fais demander souvent les comparaisons avec d'autres pays d'Amérique latine, exemple, République dominicaine ou Costa Rica. Je veux dire, ici, facilement, tu peux venir en voiture. Oui, c'est quoi, 3-4 jours? Mais j'en ai quelqu'un qui l'a fait en 4 jours, mais 6 jours, mettons, un beau road trip, là, mais ça se fait, puis de façon sécuritaire. J'ai une de mes clientes qui elle a du gars, j'avoue, là, elle s'appelle Karine, est venue avec son petit chien, son Honda Civic de Longueuil jusqu'à Playa del Carmen. Quand même. Elle est venue rester 4 mois, passer l'hiver, puis elle est repartie en road trip. Écoute, ça se fait. Puis ça s'est super bien passé. Je pense qu'elle a des capsules vidéo là-dessus. Elle partage un peu son expérience. Beaucoup d'informations de toute façon entre la route. Dès que tu arrives, mettons, à Tijuana, quand tu passes, mettons, le Mexique, tu as beaucoup d'informations pour que ce soit sécuritaire. Autant pour ceux qui font du RV, ils vont se mettre plusieurs RV quand ils passent pour passer au travers du secteur. Mais je sais qu'il y a énormément d'informations par rapport à voyager sécuritairement au Mexique, là.
pour se rendre jusqu'à Playa del Carmen. Ça, je sais. Parlons un petit peu d'investissement immobilier. Ça fait déjà longtemps que tu es là-dedans. Ouais. Tu as une de tes propriétés qui est à Akumal. C'est une belle grande villa. Ouais. 2 bâtisses, 22 personnes, une cénotée privée. Écoute, j'ai eu la chance de le visiter plusieurs fois. Puis, elle est à vendre dernièrement. C'est moi qui m'en occupe, merci beaucoup. Puis, on a fait un tournage vidéo. C'est un petit paradis caché. C'est incroyable. Parle-moi de ton investissement initial. Ça fait déjà plusieurs années que tu as acheté ça. Oui, ça fait plusieurs années. Je te dirais qu'on a rencontré un ami ici qui est au Mexique. Puis il était propriétaire de cette villa-là. Puis pour X raisons, on arrivait avec un agreement. Puis il y avait besoin de financement pour développer d'autres partenaires. Puis j'ai dit, moi, ça m'intéresse de devenir actionnaire de la villa. J'étais tombé en amour avec cet endroit-là, dont mon associé Patrick. Puis honnêtement, on est très content d'avoir fait cet investissement-là. Ça laisse beaucoup de souvenirs, autant avec mes enfants, ma femme, des amis, puis en partager. Puis honnêtement, c'est ce qui m'a donné le goût de réinvestir au Mexique. Je vais parler de quelque chose que peut-être les gens ne comprendront pas, mais le taux vibratoire au Mexique est complètement différent qu'en Floride ou au Québec. On se sent différemment au Mexique. Quand tu viens ici, tu as une attache. C'est soit que tu adores ou tu n'adores pas. Mais si tu l'aimes, le Mexique ne peut pas rien remplacer. C'est pour ça que pour moi, j'ai toujours voulu avoir un pied à terre, plusieurs bâtisses ou n'importe quoi. Parce que j'adore le Mexique, c'est quelque chose de différent. Tu l'as dit souvent, c'est ta deuxième maison. Très souvent, tu viens ici pour ta business, tes investissements immobiliers. Puis là, vous avez fait un bon bout de chemin avec cette villa-là. Elle est à vendre. Vous avez d'autres projets en tête, je le sais. Tu as des projets à Tulum. Tu regardes un peu ici à Playa del Carmen. Qu'est-ce que tu dirais à tes amis investisseurs par rapport à l'ouverture d'esprit en investissement immobilier à la Riviera Maya, avec le nouvel aéroport de Tulum, le train qui est en train de se mettre en fonction, avec le tourisme qui n'arrête pas d'augmenter. Tu le vois, toi, tu l'as vu depuis plusieurs années, ça. Je te dirais que l'avantage qu'ils auraient maintenant, c'est pas pour te flatter Manu, mais d'avoir un agent francophone que tu peux faire confiance ici, à Riviera Maya. En plus, tu travailles Cancun, tu travailles Playa del Carmen et Tulum. Tu as une bonne structure, tu as tes contacts, tu fais tes vérifications. Et c'est possible de faire un achat intelligent et sécuritaire. Ce que plusieurs années, c'était pas vraiment possible. On n'avait pas tous ces contacts-là. Puis le fait que justement, maintenant, les réseaux sociaux, on peut vraiment pas s'attacher, mais s'identifier à une personne comme toi ou un autre, mais on peut faire nos due diligence par rapport à cet agent-là, puis développer. Et moi, je conseille à tous les gens qui veulent investir ici de le faire. On s'entend que 20 ans, 25 ans, whatever, tu avais un penthouse à 30 000 $. Moi, je suis venu ici, à Playa del Carmen, c'était de la terre battue. Ah, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Ah ouais. Puis, pour X raisons, je faisais du développement, puis la même propriété, le penthouse doit valoir 2 millions aujourd'hui. Incroyable. Donc, puis avec tout ce qui s'en vient, ça va être plus facile de voyager au travers de la Riviera Maya jusqu'à, mettons, à Progresso, Mérida, que je pense que c'est une très, très bonne idée d'investir ici en ce moment. Avec le train, là, il y a 34 stations de sites archéologiques, 5 États. On parle du Quintana Roo, où est-ce qu'on est, la Riviera Maya, le Yucatan, tu parlais de Mérida, Progresso, Campeche, Tabasco, Chiapas. Écoute, tu peux faire le tour de la Riviera Maya. C'est excellent. Puis encore plein de choses à venir. Hein? Je veux dire, on entend parler pas loin de ta villa, qui est à Akumal. La piste de course. La piste de course F1. Tu sais, je veux dire, c'est dans les airs, mais 100%. Au même titre que l'aéroport de Tulum, c'était dans les airs, que là, c'est du concret. Il y a déjà depuis le mois de décembre des vols. Je pense qu'il y a eu 157 vols d'avion le premier mois. Puis là, ils ont annoncé au mois de mai des vols directs de Montréal, des vols directs de Toronto. On l'a annoncé, j'ai eu, moi, la publicité passée sur Facebook aux États-Unis, qu'il y avait les vols directs à Tulum qui développaient. Là. Oui, les États-Unis encore plus vite, évidemment, c'est plus gros. C'est incroyable. Je veux dire, l'accessibilité, là, c'est un game changer. Les gens me disent souvent, mettons, l'investissement immobilier, Costa Rica, ça me tente. Oui, c'est vraiment beau, honnêtement, mais statistiquement, 38 millions de touristes mexicains par année l'année passée, 2,7 Costa Rica, 8 millions République dominicaine. On a un méchant gap
qui fait en sorte que les gens, de façon naturelle, ils viennent au Mexique, mais pas n'importe où au Mexique. 50% du tourisme vient à Riviera Maya, la porte d'entrée de Cancun, et maintenant Tulum. C'est ici que ça se passe pas. C'est pour ça que, autant qu'en Floride, il y a des secteurs qui sont en émergence dans l'immobilier, la construction. Puis, il ne faut pas oublier, la construction, la plupart, nous autres, on a un marché de pré-vente. C'est des produits qui sont payés d'avance. Là. C'est pas on construit en espérant de vendre. Le produit est déjà vendu. Il est déjà vendu. Là. On vend des produits en ce moment quasiment 18 mois à 24 mois d'avance pré-vente. C'est déjà acheté pour avoir un bon prix d'acquisition. Puis la journée qu'on va remettre les clés avec des bons constructeurs de confiance, évidemment, mais ils viennent d'avoir un gain de capital de 30, des fois 40%. C'est un investissement immobilier extrêmement rentable. C'est excellent. C'est excellent. Super. Écoute, puis l'immobilier, toi, tu as une particularité, c'est un sujet que je sais que les gens à la maison ou qui nous écoutent dans leur voiture vont vraiment apprécier la fameuse crypto-monnaie. Écoute, on a eu l'occasion de faire une transaction ensemble où est-ce que tu as une partie de ton investissement immobilier a été payée en crypto-monnaie. Écoute, honnêtement, je ne suis pas le plus grand connaisseur de crypto, mais toi, ça fait des années que tu es là-dedans, tu es super à l'aise, tu aides beaucoup de gens à comprendre la crypto-monnaie. Ceux qui nous écoutent aujourd'hui puis qui ils veulent embarquer un peu là-dedans, ou ils veulent commencer, ou ils en ont déjà, puis ils veulent investir en immobilier avec la crypto, on parle de quoi, là? C'est assez simple. Je te dirais qu'il y a des compagnies externes ou whatever qui vont faire de l'intermédiaire entre le client et le promoteur, ou le promoteur va accepter la crypto-monnaie directe, mais il y a des intermédiaires que vous êtes capable de donner la crypto-monnaie, ils vont avoir un frais de service, puis qui vont convertir votre crypto-monnaie, puis qui vont l'envoyer directement au wire à n'importe quel promoteur ou constructeur. On s'en va dans un monde de crypto-monnaie où, justement, l'immobilier, on s'en va vers une tokenisation. Ce qui veut dire, c'est qu'on va être capable de fragmenter les propriétés en assets virtuels. OK, attends une minute. On répète ça. Tokenisation, ça, c'est une nouvelle façon d'acheter. Ben, je te dirais que ça va être autant pour l'art, les propriétés d'immobilier, tout ce qui est bond, ce que les banques vendent, tout va être numérisé. Mais si on reste un peu dans l'optique de l'immobilier, ce qui arrive, c'est que, je te donne un exemple, une propriété vaut $1 million. On s'entend que ça prend beaucoup de sous pour acheter cette propriété-là d'$1 million. Il y en a qui n'auront pas les fonds. Mais là, on s'en va que si la propriété se fait séparer en, je te dis un exemple, 20 jetons. 20 jetons numériques sur un blockchain avec un smart contract. Je sais que je vous mêle un peu, mais dans le futur, vous allez... Oui, c'est ça. C'est quelque chose qui est là. Hein? C'est déjà là. On entend parler à gauche, à droite. C'est en développement. Fait que ton investissement pour représenter un jeton numérique va être de 50 000 $. Donc, pour 50 000 $, tu vas te retrouver propriétaire de 5 % de cette propriété-là avec un smart contract sur un blockchain. Ton jeton que tu as payé 50 000 $, dans 10 ans, l'inflation, l'immobilier, le secteur, la localisation, ton jeton peut valoir 72 000 $ dans X années. Alors toi, tu décides que c'est assez, tu as fait du profit, tu as profité d'une certaine façon de cette propriété-là, tu as été, parce que tu es propriétaire, tu décides de vendre ton jeton, ça va être sur le marché. Quelqu'un peut arriver et dire, moi, ça m'intéresse, je connais cette propriété-là, faites ses recherches. Tu peux être en charge de la vente aussi. Et tu vends le jeton de 72 000 $, la personne devient propriétaire à 5 %. C'est de l'argent numérique. Je veux dire, qu'on le veuille ou non, notre argent, en ce moment, qui est supposément en cash dans notre compte de banque, en réalité, c'est un virement bancaire. C'est numérique quand même. C'est numérique. Puis les gens pensent que il est trop tard pour investir en crypto-monnaie aujourd'hui, en 2024. C'est faux. Aujourd'hui, les mineurs ont comme récompense 900 bitcoins par jour. Un mineur, c'est les mineurs. C'est tout ce qui mine au niveau de crypto-monnaie. Le maximum de récompense en ce moment est de 900 bitcoins par jour. On parle du halving qui est dans une trentaine de jours. Ben, je me souviens pas, là, mais c'est fin. Ça, c'est des différents types de crypto-monnaie? Non. On parle de Bitcoin. OK, Bitcoin. Ça, c'est le plus populaire. Ouais, tout le monde connaît ça. C'est le plus safe, ce qu'on m'a dit aussi. Oui, absolument. Puis, ce qui arrive, c'est que justement, là, on a BlackRock qui embarque avec des ETF cash parce qu'il y avait le BlackRock, c'est des gros portefeuilles d'assets. Puis là, les clients voulaient absolument acheter de la crypto-monnaie, mais ils voulaient passer par une compagnie de confiance. Donc, BlackRock a décidé d'acheter, ceux-là sont propriétaires à 1%.
de tout ce qui est crypto-monnaie, mais c'est pas BlackRock qui détient. Le monde pense que BlackRock détient 1%. Non, ils détiennent 1% de crypto-monnaie diversifiée dans plein de portefeuilles pour des clients. Ce qui arrive en ce moment, c'est que le halving va arriver dans une vingtaine, trentaine de jours, et le Bitcoin va réduire de récompense de moitié. On va tomber à 450 Bitcoins par jour de disponibles. Alors, ce qui veut dire, c'est que l'offre et la demande, en ce moment, on est à 12 à 15, on va tomber facilement du 25 à 30 fois la demande possible en Bitcoin disponible. Alors, il n'est pas trop tard. C'est un cycle qui se fait aux 4 ans de diminution de 50%, mais toute personne qui veut investir, c'est comme investir dans, je te dirais, un immeuble à Playa del Carmen, il y a 20 ans, que tu as payé X, puis aujourd'hui, vaut tel prix. Le Bitcoin, c'est un maximum de 21 millions de Bitcoin. En ce moment, il y en a 19,6 en circulation. En effet. Il y en a 21 millions. Oui, c'est un processus qui va prendre du temps avant de se rendre, parce que c'est compliqué, je vous l'expliquerai pas aujourd'hui. Ouais. Mais on s'entend que l'offre et la demande fait que le prix monte. Alors, moi, je vous dis, investissez là-dedans. Et on s'en va aussi dans un système où on va pouvoir, je pense que tu t'en allais là aussi tantôt, parce qu'on en a discuté il y a 2 jours, sur le DeFi, c'est le Decentralized Finance. Ce qui arrive, c'est que si tu es propriétaire, je te donne un exemple, $1 million en crypto-monnaie, 100 000 50 000, whatever. Tu vas être capable de déposer sur un blockchain qui vont démontrer que tu as tant de Bitcoin, tu vas pouvoir avoir du financement sur ton asset parce que le Bitcoin, il est considéré comme un asset comme de l'art. Donc, ils vont être capables, toute personne détenant de la crypto-monnaie va être capable de se retrouver avec du financement par des compagnies diverses sur blockchain. Mais c'est là qu'on s'en va vers le numérique. Mais quand on dit le futur, il est déjà présent. Ah oui. Je veux dire, plus qu'on pense, là. Mané, ce qu'on a vécu, tu sais, je suis vraiment moins impliqué dans la crypto-monnaie, dans le développement. Je suis tout ce qui est en lien avec l'intelligence artificielle. Ce qu'on a vécu dans les 100 dernières années, les 10 prochaines années vont équivaloir à les 100 dernières années avec l'intelligence artificielle. Rapide. Notre cerveau ne va pas être capable de filtrer l'information assez vite de tout ce qui s'en vient. Alors, il faut être à l'affût de tout ce qui s'en vient pour être capable de faire des moves intelligents. Et de dire que les bitcoins, la crypto-monnaie, tout ça va disparaître, c'est faux. C'est là qu'on s'en va. Mais je pense que ça serait déjà disparu depuis le temps que ça a commencé. Parce que, c'est pas d'hier qu'on entend depuis 2009 que ça existe. Mais c'est un peu de la zone grise pour bien du monde. Là. Dis-moi, toi, dans ton éducation de la crypto-monnaie, puis les gens qui nous écoutent, puis qui veulent, parce que moi, on m'a toujours dit, investis dans quelque chose que tu connais. Donc, éduque-toi. Va te forcer. 100%. Sinon, si tu veux pas jeter de l'argent par les fenêtres non plus, là, qu'est-ce qui seraient les premiers pas à faire sans que tout le monde qui parte avec 10 000, 100 000, puis là, oui, on pitch ça dans le crypto. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est comme avec de l'or, comme avec de l'argent, des métaux. Là. Tu mets ce que tu es prêt à perdre. Toujours un montant que tu es prêt à perdre, que tu te dis, j'ai 100 000, moi, le 10 000 qui est là, j'ai pas de problème, même s'il arrive une situation, ce 10 000 $, c'est juste un investissement, puis je suis prêt à le perdre. Ça, c'est un investissement. Comme tout type d'investissement, il y a du risque. Comme dans tout. Là, c'est de la gestion du risque. Et voilà. Par rapport à l'immobilier, qui, selon nous, qui est la gestion de risque la plus stable. Hein? Il y a beaucoup moins de dangers dans l'immobilier que dans les autres types de... On dit, tu as raison, mais avec tout ce qu'on vit maintenant, avec le taux d'intérêt surélevé, ça ne devient plus un produit aussi stable et aussi sécuritaire. Parce que si tu as des propriétés qui sont bien hypothéquées, puis que tu as des locataires et que tu n'es pas capable d'augmenter le prix des locataires, la valeur, et que ton renouvellement fait qu'il est plus cher, ça ne devient plus un produit aussi sécuritaire et stable. La rentabilité. Voilà. Raison, parce qu'en ce moment, surtout dans les 2 dernières années, l'immobilier au Québec, c'est un peu ça. C'est que les gens me disent je veux m'acheter un triplex, Manuel, mais mon coût, puis par rapport à ma rentabilité, mes locataires, ça ne couvre même pas mon paiement. Parce qu'il n'y a pas assez de cash down à donner. Exactement. Donc, c'est plus un investissement. Ça n'est plus quand tu sors de l'argent de tes poches à chaque mois, c'est plus un cash flow positif. Là. Il y a des gens en ce moment, je ne dirais pas le nom pour pas en faire la publicité, mais c'est des gros noms dans l'immobilier, puis ils ont pris des décisions hier. Ils ont annoncé comme quoi que justement, ils allaient vendre une grosse partie de leur portefeuille en immobilier. Pourquoi?
pour l'investir en Bitcoin. Donc, c'est sécuritaire plus qu'on pense, la crypto-monnaie. On s'en va dans un domaine où moi, ça fait longtemps que je roule là-dedans, puis on a eu des hauts et des bas. Oui, il y a eu des hauts et des bas, c'est normal. On avait une capacité de, je te donne un exemple, le 900 Bitcoin qu'on avait par jour, puis il y avait une demande entre 200, 300 jusqu'à 600 Bitcoin par jour. Alors, ça fluctuait beaucoup. Maintenant, on a 900 Bitcoin par jour, mais la demande est 15 fois plus grande. Et là, on va tomber à 30 fois plus grande. Puis là, on a des ETF comme IOK qui viennent d'annoncer qu'à partir de mai, ils vont faire la même chose que BlackRock. Ils vont investir des milliards en Bitcoin. Puis là, ça, c'est sans dire que plus ça va aller, on va entendre des noms comme Amazon qui vont accepter le Bitcoin. Tous ces gens-là, on s'en va dans ce milieu-là. Oui, ça peut faire peur à certains, mais il faut se dire que tout changement fait peur, mais je ne suis pas prêt à dire que c'est pour le négatif. Puis moi, personnellement, qui est en immobilier, je considère sincèrement que le fait de faire de la tokenisation des propriétés et du DeFi, Decentralized Finance, va apporter un plus à l'immobilier, surtout pour toi, Manu. Aux États-Unis, le Canada, c'est une chose, mais toi, les gens qui arrivent ici et qui veulent acheter une propriété, mais qui n'ont pas les fonds pour mettre 300 000 US, mais ça va être réglé parce qu'on est capable d'acheter une partie de la propriété. C'est comme avoir des associés en réalité. Oui! Tu peux avoir 10 propriétaires pour la même propriété. Oui, c'est tout. Puis il va y avoir des ensembles de smart contracts qui vont dire, bon, pas de problème, c'est ça. La gestion, c'est ça. Je pense qu'il va y avoir peut-être aussi de plus en plus, vu que moi je fais de la gestion immobilière, que ce soit propriété locative, n'importe quoi, je le vois que ce qui s'en vient, c'est qu'il va y avoir des compagnies de gestion qui vont gérer les propriétés pour les propriétaires, parce que les propriétaires, oui, ils vont avoir accès à un smart contract, sachant que oui, ils sont propriétaires sur 10 personnes, mais ça va prendre une compagnie de gestion qui va gérer les propriétés. C'est pas les propriétaires qui vont se déplacer pour faire tout ça. Exactement. Au Portugal, en Chine, un peu partout. Alors, je m'attends à ce qu'il y ait des compagnies de gestion de plus en plus qui vont prendre le contrôle pour s'occuper des propriétés des gens. D'ailleurs, ça, c'est une de tes entreprises, hein? My House en Floride. Puis il y aura possiblement un jour ici au Mexique. C'est une compagnie de gestion, hein, My House. De plus en plus des clients de haut niveau. Oui. Écoute, je te dirais qu'on commence à faire notre nom là-dedans de plus en plus. J'ai Jonathan qui est avec nous, qui est un agent d'immeuble, comme toi. En Floride. En Floride, oui. J'ai ma femme qui est décoratrice. Moi, je fais la gestion en arrière. J'ai ma nièce aussi qui est avec moi. C'est une compagnie familiale. Puis, on a voulu amener un côté plus plaisant pour les Québécois qui veulent acheter une propriété parce qu'il y a une grosse différence entre le Canada et les États-Unis, en Floride, quand tu achètes une propriété. Au Canada, tu as des recours contre les anciens propriétaires. Okay. En Floride, tu n'en as pas. Les propriétés, quand tu les achètes, c'est as is. Donc, tu fais l'inspection le matin et le soir, tu as les clés, c'est fini, merci, bonne journée. Tu as accepté, notarié. Donc, tu n'as pas vraiment de recours. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a beaucoup de Québécois qui ont acheté des propriétés pour faire de la location court terme, pensant que Airbnb, tout ça, c'est bien. Mais le moment que tu achètes une propriété au Québec ou en Floride, c'est qu'il y a des inspecteurs qui viennent pour des permis de style hôtellerie. C'est des permis de faire de la location court terme. Ils viennent tout inspecter. Donc, si les anciens propriétaires ont fait des rénovations majeures au niveau de la cuisine, salle de bain, ils vont venir inspecter, puis ils vont voir que sur le plan, sur les permis, il n'y a pas de permis qui a été demandé. C'est ton problème. Et maintenant, ça reste responsable. OK. Faut que tu sois capable de démontrer que les choses ont été faites de la bonne façon. Et c'est très, très ardu. Ça peut coûter 40 000, 50 000, 60 000 de frais. Alors, c'est la raison pour qu'on a débuté là-dedans et faire tout ça. Puis, on aime l'immobilier, ma femme adore la décoration, donc on a dit, bon, on va aller dans le processus de ça. Belle entreprise, là. J'ai eu l'occasion d'étudier un petit peu ton projet, c'est super le fun. Ouais. Puis, écoute, mettons qu'on résume un petit peu notre entretien d'aujourd'hui. Là, on a parlé d'expatriation, le lifestyle, l'entrepreneuriat, la crypto-monnaie. Je veux dire, ça affecte beaucoup de gens. Là. Il y a des gens qui sont concernés par ça. Fait quoi, là? On étudie un petit peu la crypto-monnaie, on va sur YouTube, on s'entoure de professionnels, l'immobilier, on contacte des agents certifiés, du monde qui connaît ça, du monde investisseur aussi, c'est bien important. Oui. Ben, comme je te dis, c'est toujours de bien s'entourer, que ce soit en affaires, autant avec les amis, c'est d'aller chercher les personnes clés que tu as besoin.
En crypto-monnaie, je vous dirais d'aller faire vos recherches, d'étudier. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont dire je vais investir en crypto-monnaie, puis par la suite, ils vont prendre la branche de faire du trading. Ce qui veut dire c'est acheter, vendre, acheter, vendre. OK, ouais. Je ne conseille pas d'aller jouer là. Si vous voulez d'investir en crypto-monnaie, je dis aux gens d'investir dans Bitcoin. Il y en a plusieurs autres, là. Mais concentrez-vous sur le Bitcoin. Ça va monter. Ça va juste faire que du positif au niveau valeur. Puis, c'est facile de convertir le Bitcoin pour acheter de l'immobilier. Peu importe ce que vous allez faire affaire dans le futur, ça va être une devise que les gens vont accepter. Alors, c'est ce que je conseille. Mais de toujours investir, comme on a dit tantôt, ce que tu es prêt à perdre. Il y en a qui vont prendre sur la marge de crédit. Il y en a qui vont dire, ben, je vais emprunter sur ma propriété, je vais... Non, ça, c'est des Ouais, non, c'est pas un bon départ, mettons, là. C'est ça, là. C'est des histoires d'horreur et il n'est pas trop tard pour investir, pour faire du profit. Donc, te former, te coacher, développement personnel, super important. T'entourer de bonnes personnes, du monde qui réussissent, du monde qui ont du succès. Pas être gêné de poser des questions. Moi-même, je t'en ai souvent posé. Puis merci beaucoup, tu sais, ça m'éclaire parce qu'on va investir en crypto-monnaie prochainement aussi. La propriété aussi, les endroits. Écoute, c'est ça. Je pense que de bien s'entourer, c'est la clé. Le chemin vers le succès. Ouais. Avoir de bonnes bases avant de faire certains mots, ça va être la clé. Je pense que toi, avec ta conjointe, quand t'as pris ta décision, t'avais des bonnes bases. T'avais peut-être pas un plan d'affaires déjà. Parfait. Il n'y avait rien de parfait, mais... Mais t'as travaillé fort, t'es arrivé... On s'est parlé souvent avant. Je me souviens, dans ma terrasse à Mirabel, je disais, Martin, il y a ça, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que tu penses, Floride, Mexique... On a fait la part des choses un deux, puis on est venu essayer ici, puis on aime beaucoup ici aussi. C'était plus facile pour toi, de toute façon, de venir essayer le Mexique. C'est moins coûteux. Et voilà. Ouais. Beaucoup moins coûteux. Puis dans le deuxième cas, ben, t'es pas content, t'es pas satisfait, ben, t'as l'option de la Floride par la suite. Mais là, tu es en train de partir de quoi de bien, puis moi, je te suis aussi. Je suis vraiment fier de ce que tu as fait dans les... merci, c'est gentil. Et merci encore d'avoir accepté l'invitation d'aujourd'hui, parce que je suis convaincu que les gens... Ils vont triper du sujet, tu sais, la crypto-monnaie, c'est toujours... c'est un sujet chaud, là. En ce moment, oui, vraiment. Ouais. Vraiment. Cool. Donc, merci beaucoup encore. Ça fait plaisir. Et je te souhaite un bon retour en Floride. Merci, Manu. Ciao. Salut, gang. On se retrouve dans le prochain épisode. Salut.